Après une saison réussie, Frank McCourt s'est livré à la presse française pour la première fois depuis un an. Dans les colonnes du JDD, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille a fait le bilan après une saison réussie, un an après avoir lancé le fameux projet de 3 ans autour de Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia et Pablo Longoria. L'occasion d'évoquer la problématique des droits TV en Ligue 1 qui devient de toujours plus dérangeante pour les propriétaires des clubs de football français, mais également pour les instances et pour la gouvernance du football français. L'Américain a également évoqué l'avenir du projet, l'évolution à venir dans les prochaines années et également maintenu sa confiance envers le board actuel. Bref, on va encore une fois analyser ça sur Massilia Zone pour cette analyse de l'actualité, ce point d'analyse de l'actualité qu'on fait toujours sur la chaîne. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo comme d'habitude pour nous soutenir. Ça nous soutient, ça soutient le média. N'hésitez pas également à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour ne rien manquer du meilleur de l'actualité de l'Olympique de Marseille, de la totalité de l'actualité de l'Olympique de Marseille et de son analyse. Et bien évidemment, en plus de cette interview de Frank McCourt au JDD, nous allons également évoquer quelques infos mercato, notamment concernant Leonardo Balerdi, pour qui la Juventus fait toujours un certain forcing, et le dossier Evan Ndika, pour lequel il reste encore 2 jours afin de le boucler. Juste avant de revenir sur cette interview, je vais donner l'impression générale que j'ai eue à la lecture de cette interview, qui est disponible sur le site du JDD. C'est déjà l'impression que Frank McCourt dans sa communication a véritablement évolué et que 10 ans après son arrivée à l'Olympique de Marseille, on est sur un propriétaire qui est totalement différent de ce qu'on avait vu à l'été 2016 lorsqu'il avait officialisé l'acquisition du club auprès de Margarita Louis-Dreyfus et où, aux côtés de Jacques-Henri Hérault, il s'était permis des déclats un peu trop, on va dire, enfin, on avait l'impression qu'on avait un homme qui était déconnecté de la réalité, qui connaissait rien au football, parce qu'il parlait de gagner la Ligue des Champions alors qu'il venait de récupérer un club qui était vraiment en grande difficulté, où il y avait tout un actif joueur à reconstituer. Il avait repris le club pour 50 millions d'euros. Et là, on est vraiment sur le dirigeant qu'on a l'impression, enfin le dirigeant, plutôt le propriétaire qu'on a depuis la fameuse crise de janvier 2021, avec un dirigeant qui est beaucoup plus distant au niveau de sa communication du club, qui laisse Pablo Longoria bien travailler, mais qui apporte bien évidemment au niveau financier et qui soutient l'évolution du projet de l'Olympique de Marseille. Pratiquement un dirigeant parfait pour l'OM finalement, parce que contrairement à beaucoup de clubs qui ont des propriétaires qui sont très actifs au niveau de la gestion, par exemple, de tous les dossiers sportifs, qui aiment bien mettre leurs pattes pour soit faire en sorte à ce que des intermédiaires qu'ils connaissent mangent de l'argent sur le dos du club, ou soit juste pour imposer leurs pattes alors qu'ils ne connaissent rien sportivement. Franck McCourt a quand même l'avantage de déléguer tout en apportant bien évidemment son soutien financier, en faisant vivre le club, en permettant au club d'évoluer. On se rappelle notamment de l'arrivée d'Adrien Rabiot l'été dernier, où après un mercato on avait déjà dépensé pas mal d'argent. Il avait permis de faire un effort financier et de permettre justement de payer le salaire d'un joueur comme Adrien Rabiot. Bref, si on parle généralement, moi je trouve que la gestion de Franck McCourt depuis 2021, et même plus globalement depuis son arrivée, en dehors du fait qu'il a dû s'associer avec Jacques-Henri Hérault, qui a fait un travail qui était catastrophique sur la fin et qui pouvait mener le club vers sa perte, clairement à un moment, je trouve que globalement, quand même, depuis 4-5 ans, il faut saluer l'attitude qu'il a, également le projet qu'il mène et la confiance qu'il peut donner envers Pablo Longoria. On se rappelle quand même que la saison passée, l'OM n'était pas en Coupe d'Europe. Il aurait pu procéder à des gros changements parce que comptablement, ne pas être en Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille, c'est une catastrophe industrielle. Et au contraire, il a réinvesti alors que tout le monde s'attendait à une petite cure d'austérité et à plus voir un Olympique de Marseille très dépensé sur les mercatos. Et donc voilà, bon, plus globalement, je trouve qu'il faut quand même rendre hommage au propriétaire de l'Olympique de Marseille, qui certes a des défauts. Il n'a pas la manne financière des dirigeants du Paris Saint-Germain, des dirigeants de Manchester City, mais qui, selon moi, dans l'état actuel des choses et surtout dans l'état où était le club en 2016, a vraiment été, bon, je ne sais pas si on peut dire une bénédiction, mais en tout cas un très bon propriétaire pour l'Olympique de Marseille, parce que si on regarde les rachats qui ont eu lieu en Ligue 1 depuis 2016, je pense que 90% d'entre eux ne sont pas fructueux. On peut prendre Ineos à Nice, ça s'est pas bien passé. Enfin, ça se passe mal dans le sens où il n'y a pas vraiment d'investissement et ils privilégient Manchester United. Lyon, c'est la catastrophe avec John Textor. Lille, on va même pas en parler avec ce qui s'est passé avec Gérard Lopez, qui a aussi racheté Bordeaux. Peut-être Toulouse, où ça se passe bien, mais Toulouse, c'est pas un club qui a les ambitions de l'Olympique de Marseille. Donc vraiment, je trouve que l'OM a peut-être eu le meilleur propriétaire en Ligue 1 sur les 10 dernières années, sur les 15 dernières années, si on enlève QSI qui permet au PSG d'être dopé financièrement. Donc pour commencer sur cette interview de Franck McCourt par le JDD, il faut savoir que
le Bostonien était à Paris cette semaine afin de discuter de l'évolution de la gouvernance du football français. Il était notamment en compagnie de la ministre des Sports Marie Barzac, de Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, et également de Nicolas de Taverneau, le directeur général de LFP Média, la société commerciale de la Ligue. Comme je tiens à le rappeler, bien évidemment, mais la saison prochaine, si tout se passe bien, la Ligue devrait diffuser 8 des 9 matchs de la Ligue 1 en lançant sa chaîne, donc sous l'égide de LFP Média, à voir si elle sera distribuée par Canal+. On avait dit hier que normalement Canal+ était retiré du dossier. Est-ce que c'est un coup de bluff? On verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, Franck McCourt s'avère être un propriétaire qui est très préoccupé par les difficultés que connaît le football français au niveau des droits TV. C'est une problématique majeure pour la plupart des clubs en dehors du PSG, étant donné que pour les clubs de football, les droits TV, avec les revenus transferts, les revenus billetterie et les revenus merchandising et sponsoring, représentent une somme considérable pour un club de football, et on voit que cette problématique d'ailleurs a été prise en compte lors des derniers passages DNCG, puisqu'on a demandé au club de ne pas prendre en compte les entrées liées aux droits TV. Franck McCourt, il a justement pris très au sérieux cette problématique, comme tout dirigeant. Il a énormément d'idées, notamment au niveau de la réorganisation de la gouvernance du football français et justement des futures attributions de ces droits TV et des décisions qui vont être prises autour. Tout d'abord, le premier point à souligner, c'est que l'OM n'est pas en danger, selon lui, et c'est une nouvelle rassurante, et ça colle encore avec le côté propriétaire qui assure une certaine viabilité financière, et ce qui est quand même important pour un club comme l'Olympique de Marseille qui ne dispute pas régulièrement la Champions League quand même depuis son arrivée. On a dit il est là depuis 10 ans, l'OM a dû jouer 2 fois la Ligue des Champions depuis son arrivée. Il a dit l'OM n'est pas en danger parce que nous continuons à l'accompagner et à le soutenir financièrement. Mon objectif est celui d'un écosystème durable avec une bonne gouvernance. L'idée de Franck McCourt autour des droits TV colle un peu avec celle de Philippe Diallo, le président de la Fédération du football français. Ce serait d'organiser un nouveau modèle autour, le modèle anglais de la Première Ligue, de la fin de la LFP et d'une ligue qui serait détenue par les clubs, avec des clubs qui seraient actionnaires et qui seraient au cœur des décisions d'attribution des droits TV. Il dénonce d'ailleurs le fait que d'autres acteurs puissent avoir une influence sur l'attribution des droits TV, et notamment tout ce qui a pu être fait l'été dernier. On se rappelle par exemple que dans les documents révélés lors du cache investigation, si je dis pas de bêtises, de France 2, où j'ai peut-être oublié le nom de l'émission après Envoyé spécial, qui avait fait un focus sur Nasser Al-Khelaifi, que sous l'influence de Nasser Al-Khelaifi, contre l'avis de beaucoup de présidents de clubs de football, beIN Sports s'était vu attribuer un match en plus, la diffusion d'un match en plus de Ligue 1, alors qu'après la catastrophe et le fait de devoir choisir DAZN, il aurait été plus intéressant pour la Ligue de soutenir DAZN et de permettre à l'entreprise britannique de diffuser un match de plus sur sa chaîne afin de gagner davantage d'abonnés. Bref, énormément de décisions qui avaient été prises contre les intérêts du football français et qui menaçaient les intérêts du football français pour des intérêts particuliers. On peut prendre l'exemple de Nasser Al-Khelaifi qui est clairement pointé du doigt de par les conflits d'intérêts qu'il présente au sein de la LFP, parce qu'il est président de beIN Media Group également. Bref, Franck McCourt a des idées au niveau des droits TV, justement de suivre ce vent qui se veut réformateur et qui prend exemple sur le championnat anglais. Donc voilà, c'est essentiellement ça concernant ce qu'il dit sur les droits TV, c'est que selon lui, il doit y avoir une réforme, qu'on doit mettre les clubs au cœur de cette réforme et qu'on doit penser à l'intérêt des clubs. Il estime même qu'il faut vraiment penser sur le long terme, que même si les clubs français ou le football français pourraient connaître des difficultés sur les premières années, l'essentiel c'est surtout d'avoir un modèle viable, parce que le modèle actuel ne l'est pas du tout. D'ailleurs, il est revenu également sur la rétrogradation annoncée de Lyon. On attend toujours évidemment l'appel côté lyonnais, en déplorant la situation, mais en reconnaissant également que la DNCG faisait un bon travail. Il a loué le travail de la DNCG. On sait qu'il se déplace souvent lorsque l'OM passe devant la DNCG. Ce n'était pas le cas cette saison, et qui s'entretient avec le patron de la DNCG. Franck McCourt a également évoqué d'autres sujets comme la cohésion au sein du club, dans la continuité de ce qu'on évoquait à la fin de saison, surtout après la réunion à Boston avec Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Il a dit Pablo fait un excellent travail, tout comme Mehdi, Alessandro qui vient de nous rejoindre, Alessandro Antonello, et bien sûr Roberto De Zerbi sur le terrain. Nous sommes sur la même longueur d'onde, nous avons
haut niveau de compétence et nous voyons les résultats. L'OM est stable. L'OM, Franck McCourt veut un OM stable, c'est son ambition. Il parle également donc du fait que le club fonctionne très bien, qu'il y a une vraie entente entre les dirigeants de l'Olympique de Marseille, du propriétaire jusqu'au coach. Et ça, c'est vraiment dans la continuité de ce que je disais, hein, des dernières semaines, des derniers mois, des informations qu'on a. Et le fait que ce soit confirmé à la fois par les dirigeants, par le coach, par les gens en interne et maintenant par le propriétaire, ça montre que l'OM est sur la bonne route, sur le bon chemin. Ce qui est aussi intéressant dans le discours de Franck McCourt, c'est qu'il reconnaît l'instabilité qu'il y a eu au sein du club ces dernières saisons. Alors oui, pour un propriétaire d'un club de foot, avoir un discours sur l'industrie du football, c'est intéressant, mais si en plus il arrive à avoir une analyse sur le sportif, bien qu'elle ne soit pas extrêmement précise, parce que ça reste un Américain et peut-être qu'il n'est pas non plus passionné par le football, il arrive quand même à livrer un constat qui est intéressant sur son club, à reconnaître les défauts qu'a eu son projet sur les dernières années, les changements incessants, et justement montrer que maintenant on agit en réaction à ces défauts et qu'on veut un club stable, un club avec de la cohésion. Donc sans être dans une analyse très précise, il y a quand même un diagnostic qui est très bon et un discours qui est assez intéressant pour un propriétaire d'un club de foot, autant sur la vision qu'il peut avoir du football français que la vision qu'il a de son propre club. En parlant de la vision par rapport à l'Olympique de Marseille et ses ambitions pour l'avenir, il a également parlé de la possibilité de concurrencer le Paris Saint-Germain dans les prochaines années. Pour lui, c'est lié également à la réorganisation de la gouvernance du football français avec un système plus équitable pour permettre à l'Olympique de Marseille de concurrencer le PSG. Il a également évoqué la victoire du PSG en Ligue des Champions en disant que c'était selon lui un sentiment mitigé parce que ça faisait mal de voir un autre club français remporter la Ligue des Champions alors que l'Olympique de Marseille était le seul club jusqu'au 31 mai à l'avoir remporté, mais que ça montrait aussi le chemin à suivre pour l'Olympique de Marseille d'une certaine manière pour avoir envie justement de performer au plus haut niveau et aussi de réaliser et de créer son histoire au niveau européen, en s'inspirant un peu de ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Il a également évoqué le fait que le club n'était pas à vendre. Comme d'habitude, à chaque sortie, il est obligé de remettre une couche avec toutes les rumeurs ventes OM qu'on a. Il a dit le club n'est pas à vendre, il ne faut laisser la place à aucune ambiguïté là-dessus. Ce qui compte, c'est la stabilité de l'OM et sa capacité à continuer de grandir. Ce qui est aussi intéressant au niveau des objectifs qu'il a fixés et que j'ai oublié de dire, c'est qu'il fixe clairement un cap pour les prochaines saisons et pour l'évolution du club. Toute saison qui ne se conclura pas par une qualification en Champions League sera un échec. L'objectif est désormais de se qualifier de manière systématique pour la Ligue des Champions et d'enclencher un cercle vertueux. L'an passé, nous avions dit que l'objectif était la qualification pour la Ligue des Champions. Tout résultat inférieur aurait été un échec. Jusqu'au bout, ce fut serré, parfois stressant. Maintenant, nous entrons dans une phase où l'objectif est de qualifier durablement le club pour cette compétition. Tout résultat inférieur sera un échec, c'est aussi simple que cela. Voilà, discours très clair et cap fixé pour la direction de l'Olympique de Marseille. Il faudra faire top 4 pour le reste des saisons qui arrivent et installer durablement l'OM en Ligue des Champions. Donc voilà, franchement, j'ai trouvé une interview très intéressante. C'est une interview très stimulante sur le plan analyse de la situation sportive parce qu'encore une fois, c'est un propriétaire, c'est pas le président, c'est pas le directeur sportif, c'est pas le coach, c'est pas un joueur. Ça en dit quand même long sur la stratégie que veut l'Olympique de Marseille et aussi le chemin qu'a parcouru l'OM depuis 10 ans parce qu'on a tendance à l'oublier. Certes, l'OM a encore un écart avec les grands clubs européens et notamment même au niveau national avec le Paris Saint-Germain, un gap immense. Mais si on regarde d'où on partait en 2016 avec un club liquidé sur la fin de l'ère Margarita Louis-Dreyfus, où on utilisait des fonds d'investissement comme Doyen Sport pour liquider l'effectif de l'Olympique de Marseille parce qu'il n'y avait pas eu de qualification en Ligue des Champions, on avait aussi énormément d'instabilité, parce que l'instabilité elle était là avant l'arrivée de Franck McCourt et l'arrivée de Pablo Longoria, avec un coach comme Marcelo Bielsa qui était parti lors de sa deuxième saison dès la première journée. On avait enchaîné des coachs, Michel, on avait Franck Passy sur le banc. Bref, c'était un Olympique de Marseille qui allait très mal et qui aurait pu même descendre en Ligue 2 à un certain moment, qui avait du mal à passer devant la DNCG. Quand même, le chemin parcouru est intéressant et je trouve qu'on est, au-delà du fait que ce chemin soit intéressant, la voie que montre Franck McCourt, que montre Mehdi Benatia et que montrent les ambitions de cette équipe et de ce club. Franck McCourt a d'ailleurs répété qu'il voulait conserver les meilleurs joueurs, bien qu'il ne soit pas le directeur sportif ou le président et que ça relève de leurs compétences et de leur domaine. Il souhaite que les meilleurs joueurs soient conservés. Et franchement, on est sur une belle voie. Et moi, je pense sincèrement que l'Olympique de Marseille, on l'avait dit dans la vidéo après la victoire du PSG en Ligue des Champions, quand on parlait de l'évolution de l'OM dans les prochaines années, comment l'OM pourrait redevenir un très grand club. Je pense très sincèrement qu'on a un club qui a énormément gâché son potentiel depuis sa victoire en Champions League depuis 1993,
qui a très peu construit. Il y a peut-être une rare période sous Pape Diouf où le club a pu construire et a pu capitaliser derrière avec quelques victoires, mais derrière le club a été liquidé de ses moyens avant la vente à Franck McCourt. Et je trouve que pour une première fois, j'ai l'impression de voir ce club construire. Alors le problème, c'est qu'on a l'impression que ça tient toujours à un fil à l'OM, parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu les rumeurs sur un départ de De Zerbi, on se rappelle qu'il y avait l'agacement de Pablo Longoria et Mehdi Benatia par rapport à ce qui se passait en interne, on se rappelle que juste avant tout ça, Pablo Longoria avait failli sauter avec ce qui s'était passé en septembre, mais vraiment si cette direction arrive à maîtriser l'environnement, arrive à impulser de la stabilité, il suffit d'enchaîner 3-4 qualifs en Ligue des Champions. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que si l'OM enchaîne 3-4 qualifications en Ligue des Champions, on verra très facilement le potentiel du club s'accomplir et on pourrait avoir des très belles surprises. Il suffit de prendre un titre, il suffit de revenir en Ligue des Champions et d'être compétitif et on peut avoir une belle surprise. Des clubs comme l'Inter Milan, comme l'AC Milan, qui ont certes peut-être plus de moyens, sont aussi revenus de très loin. Par exemple, l'Inter Milan, ils étaient en finale de Ligue des Champions cette saison. Si on revient 10 ans en arrière, ils n'arrivaient pas à sortir des phases de poule de l'Europa League. Donc moi, je suis très confiant pour l'avenir de l'Olympique de Marseille. Ça dépendra également justement de la confirmation de cette stabilité et de cette volonté. On sait qu'il y a toujours des aléas dans ce club qui sont difficiles à gérer. Mais en tout cas, on a un propriétaire, une direction sportive et des éléments qui sur le terrain et sur le banc qui sont tous... où il y a une véritable osmose globalement entre eux. Et je trouve ça globalement positif. Donc voilà pour l'interview de Franck McCourt. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vais mettre le lien de l'article du JDD si vous souhaitez la lire. D'ailleurs, pour la lire, parce que c'est un article payant, il suffit tout simplement de cliquer sur l'article et de désactiver son réseau internet. Ça, c'est une astuce si vous voulez lire l'article en entier. Globalement, pour revenir sur l'actualité, notamment l'actualité mercato, on peut juste commencer par une nouvelle qui concerne deux de nos Olympiens même, qui étaient actuellement à l'Euro Espoir, Jonathan Rowe et Egan Riley, qui ont remporté du coup l'Euro Espoir avec l'Angleterre. Jonathan Rowe, les deux ont participé à la rencontre en sortie de banc, mais Jonathan Rowe a lui été davantage important car il a tout simplement inscrit le but de la victoire pour les Anglais en prolongation. Est-ce que ça va permettre un changement de dimension vis-à-vis de son pays ou même vis-à-vis de sa valeur marchande? On le souhaite à l'ancien joueur de Norwich. En tout cas, voilà, il s'est encore une fois montré décisif dans un moment très clutch. Il va revenir à l'Olympique de Marseille à la reprise, certainement avec l'ambition de s'imposer au poste d'ailier gauche tant que l'OM n'aura pas recruté quelqu'un. Mais c'est un bon signal, même si certains sur la chaîne savent que je ne suis pas très très fan de Jonathan Rowe. C'est quand même quelque chose d'incroyable d'avoir un joueur de l'Olympique de Marseille qui gagne l'Euro Espoir et qui est décisif en finale. Ça arrive pas toujours. Au niveau des infos mercato, on a également des infos concernant les départs et là c'est une information qui est un peu plus dérangeante. La Juventus continue le pressing pour Leonardo Balerdi. C'est vraiment la priorité d'Igor Tudor selon Giovanni Albanese, qui est quand même une des sources les plus fiables sur la Juventus. Alors Leonardo Balerdi aurait également montré des signes d'ouverture. C'est là où je trouve que ça commence à devenir un peu compliqué. C'est si le joueur a vraiment envie de rejoindre la Juventus, on est vraiment sur un point qui devient difficile parce que Leonardo Balerdi, il a 27 ans, ou il va avoir 27 ans, donc il n'est pas tout jeune, il est plus tout jeune. Leonardo Balerdi, on a tendance à l'oublier parce que ça fait que 2 saisons globalement qu'il est indiscutable et incontestable à l'Olympique de Marseille. Mais si on lui propose de rejoindre le plus grand club italien, bon actuellement ça ne l'est pas sportivement, mais historiquement ça l'est, avec l'exposition qu'il pourrait avoir vis-à-vis de la sélection et la possibilité de prendre sa place de titulaire, je pense qu'il va y réfléchir à 2 fois. Et le fait qu'il ait montré des signes d'ouverture, ça ne m'étonne pas du tout. On lui propose de rejoindre un coach sous lequel il a performé, Igor Tudor, qui connaît très bien, qu'il apprécie, dans un grand club qui va disputer la Ligue des Champions, qui a une grosse exposition. Et c'est une question à se poser. Demain, si Leonardo Balerdi a une offre de la Juventus, bien qu'il ait une histoire avec l'OM, bien qu'il soit capitaine de l'OM et qu'il soit fondamental pour le jeu de Roberto De Zerbi, on n'est bien évidemment pas surpris. Je ne serais pas surpris, moi, par le fait qu'il quitte l'OM et qu'il choisisse d'y aller. Parce qu'on se rappelle de, par exemple, Fabinho à Monaco, qui également était parti sur le tard de Monaco. Dès son départ de Monaco, il avait été pris avec la sélection brésilienne. Et je pense que pour Balerdi, même s'il est déjà sélectionné avec l'Argentine, ça pourrait lui permettre vraiment de devenir titulaire. En tout cas, une info à prendre avec des pincettes, mais même si on a réussi à la confirmer, on ne la publie pas sur le média, mais je me permets de la dire dans la vidéo. En cas de départ de Leonardo Balerdi, il y a déjà dans l'idée de l'Olympique de Marseille une piste, on va dire, je ne sais pas si on peut dire préférée, parce que Leonardo Balerdi n'est pas encore parti, mais une idée qui a été évoquée, qui a été étudiée, c'est celle de Bafodé Diakité, le défenseur central de Lille. Donc moi je pense que si on perd Balerdi, ça sera dramatique parce que pour moi c'est le meilleur défenseur de l'OM de très loin sur les 3 dernières saisons et c'est la pièce maîtresse de notre système.
Mais si on me dit derrière qu'on peut aller chercher un joueur comme Bafodé Diakité, je ne serais pas non plus en PLS. Même si pour moi, Leonardo Balerdi est l'élément le plus important à conserver dans l'équipe avec Adrien Rabiot. Donc on verra ce qu'il en sera de notre ami Leonardo Balerdi. Voilà. On a également davantage d'informations sur le dossier Evan Ndika qu'on évoque depuis plusieurs jours sur la chaîne. Dans tous les cas, il reste que 2 jours pour recruter l'international ivoirien. Ndika serait ouvert à rejoindre l'OM, mais n'aurait pas encore donné son avis et son accord définitif selon Europa Calcio. De son côté, la Roma aurait validé le profil d'Ismaël Koné de par l'intermédiaire de son coach Gasperini qui aimerait le profil du joueur. On avait dit que la Roma le pistait déjà l'été dernier. Bon, à l'époque, c'était pas Gasperini sur le banc. Et les discussions seraient avancées pour le deal, mais il manquerait encore un accord sur les valeurs des joueurs et l'accord des joueurs pour que le deal se fasse. Donc on va voir ce qui va en advenir. Moi, je prends encore avec des pincettes. Il y a vraiment des contacts pour faire Ndika du côté de l'Olympique de Marseille. C'est pas un faux dossier. Si la presse italienne en parle autant, si Romano en a parlé sur sa chaîne en disant que l'opération était complexe, que Di Marzio en a parlé, on est sur une vraie opportunité de marché. Mais on va attendre du coup dans les 2 prochains jours de voir si la Roma le vend ou vend un autre joueur. Mais si d'ici demain on récupère Ndika en opportunité de marché, je pense que le début de mercato sera tout juste exceptionnel parce qu'on aura réussi à conserver nos cadres en espérant bien évidemment conserver Balerdi. On aura recruté Facundo Medina qui devrait arriver à la reprise normalement, Egan Riley et Angel Gomez, et on aura clairement renforcé le secteur défensif convenablement, plus que convenablement même, ce qui était quand même la priorité du club ces derniers mois, ces dernières semaines. Je suis désolé d'avoir fait la vidéo en voix off, je suis actuellement au déplacement, du coup j'ai pas pu la tourner convenablement. En tout cas on se dit à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à nous soutenir. Et il va y avoir un épisode de Dans la Zone aujourd'hui, notre podcast hebdomadaire sur l'Olympique de Marseille, spécial Mercato, on va évoquer plusieurs dossiers, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification et puis on se dit à la prochaine et allez l'OM.